la reprise Bonjour. de ces wine talk shows. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, hein. On a eu une fin d'année 2023 23. et un début 2024 un peu agité, voilà, donc dans le bon sens du terme, avec beaucoup de belles choses, beaucoup de jolis projets. Et on est très heureux de vous accueillir pour une fois par mois, voilà, pour revenir sur des sujets importants au sein de l'école de Franck Ma Formation. Et on a la chance d'accueillir Lilian, qui va se présenter, Victor et Alexiane à côté de moi. Donc peut-être honneur aux dames. Alexiane, tu peux peut-être nous dire Bien un petit sûr. peu un mot. Oui, alors je m'appelle Alexiane, je suis sommelière grâce à la formation ambassadeur au vin que j'ai faite à Paris en 2022. J'ai exercé un petit peu dans les Landes, à Vouvray pour mon apprentissage. J'ai fait 8 mois en tant que sommelière à La Réunion et là je suis rentrée et je vais commencer à Montlouis. Voilà. Donc tu es globe-trotteuse. Je suis une globe-trotteuse, du vin évidemment. Et là, je suis en pleine formation de facilitateur avec Franck Thomas, Voilà, encore une pour fois. devenir enseignante chez nous. Voilà. Voilà. Merci. Peut-être à toi, Lilian ou Victor. Et on te garde pour la fin, Lilian, te met au chaud. Et donc, Victor, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais? Avec plaisir. Moi, je m'appelle Victor, je suis jeune vigneron en Côte-Rouennaise, fraîchement installé sur les derniers villages du nord de l'appellation, de cette petite appellation en volume, hein. C'est environ 200 hectares, 220 hectares. Et je me lance dans cette aventure et je suis très heureux là, d'avoir mes premiers vins depuis une semaine. Donc, une aventure toute fraîche pour moi. Super. Et donc, du coup, ce soir, pour la petite histoire, on a à peu près 300 personnes qui sont inscrites. Donc, on est très content de vous accueillir. Voilà, il y a en général entre 80 et 100 personnes qui sont présentes, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui regardent tout ça à leur contenance en replay. Je salue quelques amis, dont Georges. Je fais un petit coucou, Georges, qui est avec nous, notre maître géologue. Et ben Lilian, à toi hein, de prendre la parole sur cette thématique du matériel végétal dans lequel tu excelles. Donc raconte-nous un petit peu ton histoire, ta vie, ta passion, ce lien intime que tu crées entre les hommes et le végétal et la terre. D'accord. OK. Donc, Lilian, je suis en effet producteur de plantes de vigne, installé dans le sud de la France, pas très loin de chez Georges d'ailleurs. Euh, euh, je suis, et c'est important de le dire, passionné de vin, puisque mon projet initial, c'était de faire du vin. Je voulais être vigneron comme beaucoup de mes amis, et puis pour diverses raisons, je dérape vers la pépinière viticole qui n'est pas inconnue pour moi puisque mes parents et mes grands-parents exerçaient ce métier. Et donc je démarre en 98 et rapidement je m'intègre dans le milieu de la pépinière pour être assez rapidement, pour devenir dès l'année suivante président des pépiniéristes. Donc, alors, je dis ça parce que j'ai pu, avec ce mandat, découvrir le fonctionnement de la filière avec ses qualités, et puis les sujets qu'on pouvait améliorer. Et du coup, au bout de quelques années, je considère, je considère que ma place, voilà, que j'avais fait un mandat et que je voulais un petit peu travailler sur ma pépinière avec un regard différent. Et pourquoi un regard différent? Eh bien parce que, influencé par mes amis vignerons, je découvre, donc là je dirais, début des années 2000, je découvre 2003, 2004 que les jeunes vignes ont beaucoup de difficultés à se développer. On parle très vite de mortalité, alors que des vignes plus historiques, qui ont une centaine d'années, se portent très bien. Donc on s'interroge sur la qualité du végétal qu'on produit. Est-ce qu'on a une responsabilité, nous, les pépiniéristes, dans ce dépérissement prématuré? Et, euh, et là, je trouve que mon métier commence à avoir un peu de sens. Quand tu Et, parles et de... je- Vas-y, je t'en prie, je oui, t'en oui, prie. voilà, voilà.
Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je trouve que ce regard différent, ben, pour moi, ça a du sens parce que quand on aime les vins et plutôt des bons vins. Oups, alors effectivement, on a perdu une connexion à Antibes. On revient Ouais. tranquillement. Désolée, vous nous avez perdu, Franck et moi, je pense, à Antibes. Euh, Écoute, je t'en prie, continue, Lilian, on est là. C'est bon, je continue ou oui? Oui, oui, tout à Ok. fait. Voilà, donc l'idée, le projet, l'idée, c'est de repenser peut-être son process, tu vois, c'est de produire un végétal conscient qu'il y a quand même peut-être un problème sur la qualité du végétal qui est livré par les pépiniéristes. On décide de repartir avec une feuille blanche et de reconsidérer la diversité génétique, par exemple, versus le clonage, de reconsidérer les techniques de production. Je pense Effectivement. principalement au mode de greffe. Mm. Effectivement, c'est un sujet qui est vraiment porté par le travail de la pépinière Vérillon. Et c'est quelque chose que vous avez mis en avant. Alors, est-ce qu'on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est la matière végétale, enfin le matériel végétal, peut-être pour dégrossir déjà le sujet, et ensuite peut-être faire un point sur qu'est-ce qu'est la sélection massale, qu'est-ce que tu entends par la sélection massale, à la différence de la sélection, enfin du coup du clonage. Euh, D'accord. on peut peut-être rentrer dans ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord le matériel végétal, un bon matériel végétal? Alors, quand on parle de matériel végétal et qu'on est pépiniériste et qu'on travaille avec la viticulture, le matériel végétal, c'est un plant de vigne. Mhm. Tu vois. Chaque année, il y a des cèpes plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, pardon, qui dépérissent et il faut les remplacer. Ou alors, des fois, c'est une parcelle tout entière qui dépérit. Il faut arracher les cèpes et replanter pour renouveler sa vigne. Et donc, le métier de pépiniériste consiste à produire ce fameux matériel végétal, on appelle un plant greffé soudé, euh, c'est-à-dire une petite vigne, un bébé vigne, comme certains disent. Et ce bébé vigne, il est produit avec de la matière première. La matière première, sur un jeune plant de vigne, c'est le cépage, chardonnay, le pinot, le merlot, et c'est le porte-greffe. Le porte-greffe, c'est la partie qui va être mise dans le sol et qui va libérer des racines et qui vont aller puiser les richesses du terroir, Alors, pour du rappel, sol. on utilise des porte-greffes, peut-être, on peut l'expliquer aux personnes qui nous ont Oui, rejoints, oui, qui sont aussi des apprenants de l'école. Alors, pourquoi on oui, utilise oui. des porte-greffes ici? Pourquoi? Alors, j'allais y venir. Le porte-greffe alors, historiquement, avant 1870, les vignerons plantaient de la vigne avec un sarment de vigne. Vous savez, une baguette de. Et puis, ils plantaient dans le sol. Je prends des raccourcis et ça faisait des racines, il n'y avait pas de maladie, ça faisait du raisin et tout allait très bien. Mm. Euh, à la fin aux alentours de 1870, des moines d'ailleurs du Gard, pas très loin de chez moi, rentrent des États-Unis avec du végétal, hein, donc des cépages Mhm. infectés d'un puceron qui s'appelle le phylloxéra. Et en plantant ce végétal, eh bien, on a infecté les sols euh, français puis européens, et du coup, ces pucerons vont piquer les racines de la vigne et en entraînant leur dépérissement, leur mortalité. Donc Effectivement. c'était une catastrophe puisque le vignoble a dépéri très vite et il a fallu trouver une solution. Alors il y a eu plein d'artifices, mais voilà, ils ont essayé la chimie, ils ont essayé d'inonder les parcelles, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc ils se sont aperçus que des vignes américaines, donc aux États-Unis, qui ne donnaient pas un raisin d'une grande qualité, eh bien, résistaient au phylloxéra. Donc, en fait, on a utilisé ces vignes comme support, c'est-à-dire comme porte-greffe.
c'est une vigne qui porte le greffon, le cépage. Donc, on a reconstruit le vignoble ainsi, en plantant d'abord le porte-greffe dans le sol pour qu'il fasse des racines. Et le puceron du phylloxéra était toujours là, mais il piquait la vigne, mais Les pieds elle ne américains, dégénérait pas. hmm. Comment? Voilà, les pieds américains n'en souffraient pas. Donc ça veut dire Voilà. qu'on a aujourd'hui effectivement des portes, des pieds. Donc quand tu fais tes greffes en sélection massale, par exemple, on va toujours avoir ces porte-greffes américains. On a Euh, ces porte-greffes américains que l'on assemble à un cépage. Tout à fait. Donc, pour terminer, pour que tout le monde comprenne bien, donc on a repensé le vignoble en plantant d'abord le porte-greffe qui a fait des racines. Et au bout de quelques années, c'était la technique à l'époque, on greffait, on appelait ça sur champ, c'est-à-dire qu'on greffait le cépage sur le porte-greffe et donc la végétation poussait, ça faisait de la vigne. Voilà. Et donc le vignoble a été reconstruit comme ça. Alors, il y a eu quelques rares cas où la vigne n'a pas été atteinte par le phylloxéra. C'est dans des endroits où il y avait, dans des sables, parce qu'en fait, le phylloxéra, ce puceron, son terrain de jeu, c'est les argiles. Il faut qu'il y ait 3 ou 4% d'argile pour que le phylloxéra puisse se développer. Donc, en bord de mer, par exemple, où il y a que du sable, il n'y a pas d'argile, et là, le phylloxéra n'était pas présent. Peut-être qu'on pourra en Mais, parler tout à l'heure de ces endroits où on retrouve des vignes, peut-être franc de pied, en deuxième partie peut-être de bien sûr. duo. Tout à fait. Juste pour Et- repréciser, Ah bah Franck, il est revenu. ouais, juste pour repréciser, Ah, l'idée, donc voilà, comment ça s'est passé à ce moment-là après le phylloxéra. Juste pour confirmer et expliquer ce que tu disais. Donc, le greffage sur champ, c'est on plante le porte-greffe, etc. Et on greffait sur la parcelle. Mm. Sur champ. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, avec des techniques un peu plus modernes, on greffe sur table. C'est-à-dire qu'on a des tables pour greffer avec des outils, et on pourrait y revenir un peu plus tard. Et donc, on greffe, on assemble le greffon au porte-greffe pour faire un petit plan greffé soudé. Donc, c'est pour ça qu'on dit on greffe sur table. Alors qu'historiquement, on greffait sur champ. alors peut-être que tu peux. Voilà, on voit en effet une greffe. Alors, nous, bien sûr, on a revisité tout notre process et on utilise des machines assez anciennes qui datent des années 50, 1950. D'ailleurs, elles sont millésimées. Il y a l'année du millésime sur la machine. Et donc, c'est un vieux mode de greffe qui est mécanique et manuel, c'est-à-dire qu'on fend le greffon, on fend le porte-greffe. Donc, on voit sur la droite le porte-greffe et on voit sur la gauche le cépage, le greffon qu'on a fendu avec nos vieilles machines et c'est emboîté manuellement. C'est c'est une greffe qui démarre à partir du mois de mars. On a commencé lundi, en fait, cet atelier de greffage. C'est une étape très importante pour nous, très longue, mais c'est magnifique parce que c'est en fait la naissance du petit plant de vigne. Vous avez le cépage et le porte-greffe. Et là, moi j'aime bien l'imager comme ça. On donne naissance à nos petits plants. Après, Et il faut bien les soigner. en quoi c'est important justement, ici on retrouve un greffage en fente justement que vous pratiquez à la pépinière, contrairement à parfois des greffages plutôt en oméga par exemple. Qu'est-ce que ça favorise ici ce greffage en fente du coup? Mais tout à l'heure, je parlais de l'évolution de mon métier dans les années 2000, où j'ai pris conscience que le végétal qui était livré à la viticulture me paraissait un végétal produit de manière un peu intensive, presque industrielle. Euh, Dans les années 50, donc, on avait ces vieilles machines en fente à l'anglaise que mon grand-père avait et qu'on a conservé. Vous savez, c'est des vieux outils qui s'abîment pas. Et puis, pour gagner en productivité, pour réduire les coûts de production, dans les années 70, une nouvelle machine est arrivée sur le marché. On appelle ça une machine à l'oméga. C'est-à-dire vous fendez le porte-greffe et le greffon et ça a la forme de l'oméga. Donc, c'est de l'emboîtage. Et c'est une greffe mécanique et qui, ben, je vais donner. Oups. Tu as coupé ton micro, Lilian. Voilà, je parle trop avec les mains, en fait. Excusez-moi. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Alors, oui, je disais que si on fait parler les chiffres, quand nous, on greffe en fente à l'anglaise, chaque petite main greffe 2000, fait 2000 greffes par jour. Quand les machines modernes à l'oméga sont proches de 10 000. Bien évidemment, on n'est pas sur la même qualité de travail
Et voilà, donc c'est en fait, nous, on a créé un modèle de production réservé à une viticulture de qualité. Et il y a la place pour tout le monde. Si on aborde tout à l'heure le cas de la sélection massale versus le clonage, je dénonce pas le clonage, je considère que avec la sélection massale, on a de la diversité génétique. Donc, plus on a d'individus, on a plus de résistance et on a aussi une qualité de jus qui est incomparable. Et ça, n'importe quel vigneron vous le dirait, versus un clone. C'est plus facile à travailler, mais c'est plus fragile aussi. Mais c'est pour une autre viticulture que je respecte profondément. Hein. Voilà, il y a la place pour tout le monde. Nous, on a fait un choix, le choix de revisiter toutes nos techniques avec une obsession de la qualité, l'obsession du détail, et pour livrer des vignes qui vont vivre, je l'espère, 60, 80 ou 100 ans. Mm. On a un petit commentaire de Guillaume qui dit, qui apparemment, qui est greffeur de ligne aussi, dit, sur table c'est bien, mais la greffe sur champ, Ça se fait. ça se fait encore aujourd'hui comme les anciens. Voilà. Oui, oui, mais il a raison, Guillaume. Le greffage sur champ, c'est une technique très intéressante. J'étais tout à l'heure, hier, j'étais en Champagne et je me suis arrêté au domaine Vernet, en Condrieu, où la viticulture, c'est un exercice. Quand on est sur des coteaux très, très marqués comme ça, où il fait chaud, etc. Donc, pour faire pousser un jeune plant de vigne, c'est très compliqué. C'est très compliqué et le raciné est assez radical. C'est-à-dire que le raciné, on plante d'abord ce porte-greffe qui n'a pas le cépage, hein, qui n'a pas de greffe et il va faire que des racines. Donc, il va prendre le temps. Il faut prendre le temps. La notion de temps aussi. Il faudra quand même y repenser à ça. Hein. On est toujours très près. On va aller vite, on est pressé. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps à ce petit plant de faire des racines. Et une fois qu'il a fait suffisamment de racines, 2, 3 ans après, en fonction du mode de greffe, eh bien, ou 4 ans des fois, eh bien, on vient greffer. Donc, on construit comme à l'ancienne le vignoble d'une manière différente. On fait d'abord ses fondations, comme les fondations d'une maison, c'est-à-dire son système racinaire. Et une fois que le racinaire est en place, on vient greffer dessus. Voilà. Mais après, il a raison Guillaume, mais de notre côté, c'est un exercice difficile à réaliser. Alors, je suis persuadé qu'il greffe divinement bien, mais ce n'est pas tout le monde qui sait greffer et l'entretien après de ces vignes est compliqué à gérer. Donc, dans des conditions difficiles, un raciné, c'est très bien, et dans d'autres conditions, un peu plus faciles, un greffé soudé, mais un beau greffé soudé, c'est aussi une bonne alternative. Il y a la place pour tout le monde. Tu avais une question, je crois, Alexia. Oui, alors du coup, au niveau du clonage, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas plus facile? Est-ce que c'est pas plus facile? Ouais. Oui, bien sûr. Mais Ça aussi, pas voilà, plus homogène. la facilité, c'est un mot que j'aime pas du tout. Non, non, je pense que le clonage est arrivé et c'est vrai que des fois, je donne l'impression d'être contre le clonage, etc. Non, il ne faut pas oublier pourquoi le clonage est arrivé dans les années 70. Le clonage est arrivé parce qu'il y avait des problèmes de maladie, il y avait des problèmes de production. Donc la viticulture voulait du raisin parce qu'il manquait de raisin. Il y avait beaucoup de maladies. Donc ils ont dit, on va identifier un vieux pied de grenache ou un vieux pied de mourvèdre ou de cinsault, etc. Et on va l'observer pendant plusieurs années et on va le cloner. Et ils ont regardé la production, ils ont regardé la richesse en sucre, etc. Et ils l'ont multiplié en effet en millions et en millions d'exemplaires. Ça répondait à une demande du Et, au- moment. et aujourd'hui, vous êtes parti, enfin, quand on se balade un peu dans le vignoble, voir pas mal de vignerons comme bah, la famille Vernet, justement, ou bien d'autres qu'on cite. On remarque, enfin, les vignerons disent souvent qu'ils trouvent qu'il y a quand même beaucoup plus de résilience naturelle aussi au sein des parcelles, des vins qui ont aussi plus de complexité. On va aussi éviter d'uniformiser le goût. C'est des choses qu'on retrouve aussi qui donnent envie aux vignerons de passer à la sélection massale. Justement, ça me permet de passer un peu la parole du coup à Victor, qui toi, t'es vigneron, t'es sur un projet de plantation et tu as fait le choix donc dans la zone côte-rouennaise de pouvoir non pas faire le choix du clonage, là où tu aurais pu avoir des subventions justement pour planter en clonage, mais tu préfères faire le choix aujourd'hui de la sélection massale, notamment avec la pépinière Berillon. Qu'est-ce qui, pourquoi, quelle est ta démarche et ta philosophie à travers ça? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, Lilian parlait de sens au métier. Moi, je me retrouve tout à fait là-dedans.
je suis plutôt issu d'une reconversion et enfin, j'avais quand même un lien avec le milieu agricole de par ma famille. Mais quand j'ai voulu m'installer, pour moi, je voulais euh, respecter, je dirais, la terre, les terroirs qu'on peut avoir sur nos territoires. Et ça passe pour moi par des questions, alors c'est plus de la philosophie, hein, mais de certains travails, par exemple dans les pratiques bio. Et ça passe bien évidemment pour moi par de la sélection massale. Euh, Lilian l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, je pense que ça répondait à une certaine demande, le clone. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans une démarche voilà, de biodiversité, parce que je pense que vraiment, chaque individu qui est sélectionné dans ces pépiniéristes, comme celle de Lyon qui travaille en sélection massale, c'est derrière une diversité et ça évite aussi une standardisation des vins, je pense, et permettre de proposer un matériel végétal sur 60-70 ans ou plus. Pour moi, c'est un peu un rêve. Alors, je vais planter de la vigne là d'ici un mois et demi. J'ai décidé de planter effectivement l'intégralité de mon vignoble en sélection massale. Je ne le cache pas, c'est pas simple quand on commence et quand on part de zéro. Et Euh, ça, pour moi de te couper, est-ce que tu peux rappeler à tout le monde ce qu'est que la sélection massale? Parce qu'on a bien compris l'histoire du clonage, mais la sélection massale, comment elle se fait? Ah, peut-être que Je, je prends la Lilian. parole. ouais. Euh, oui, la sélection massale, en fait, c'est versus le clonage. Le clonage, c'est un individu quand même multiplié en millions d'exemplaires. C'est-à-dire que vous allez planter une parcelle de Grenache, par exemple, vous allez avoir 4000 pieds à l'hectare, par exemple, ben, un numéro de clone. C'est-à-dire qu'un individu. C'est-à-dire que les 4000 pieds, quelque part, se ressembleront. Ça veut dire que il y aura il y aura une homogénéité, il y aura la même résistance, si on peut parler de résistance, c'est-à-dire que s'il y a du mildiou, toute la parcelle va très vite attraper le mildiou, par exemple, une maladie, le mildiou. Et puis, on aura un goût assez uniforme. La sélection massale, c'est un geste que je n'ai pas inventé, que les anciens ont, ont eu, c'est-à-dire qu'ils allaient identifier dans le vignoble des cèpes qui présentaient des caractéristiques très intéressantes, des formes de grappes, des vigueurs différentes, etc. Et donc, on allait sélectionner, ils allaient sélectionner, et c'est ce qu'on reproduit, nous, depuis plus de 20 ans, presque 25 ans, on va sélectionner dans de vieux vignobles, donc de vignobles qui datent d'avant le clonage, donc avant les années 70, et même, je dirais, idéalement avant les années 50, eh bien, on va identifier des cèpes qui ont une belle récolte, qui sanitairement sont plutôt intéressants parce qu'il est hors de question de multiplier des matériels malades, virusés. Et donc, on observe ces pieds donc, chez nous pendant 3 années. Et parce qu'il faut que chaque année, les observations des années précédentes soient validées. Et au bout de 3 ans, on fait des tests sanitaires pour être sûr que les plants qu'on va produire avec ce végétal soient sains. L'intérêt de la sélection dans la masse, de la sélection massale, c'est d'avoir le maximum d'individus. Et là, des individus magnifiques. Je crois que là, c'est deux collaborateurs qui travaillent à ma pépinière, Katia et Baptiste. Ils sont devant des pieds de clairette qui sont très anciens. Eh bien, imaginez un petit peu, vous promenez dans le vignoble et vous voyez un pied de clairette qui a 60-80 ans ou 90 ans, qui est dans un environnement extrêmement compliqué, difficile, avec des conditions climatiques terribles. Et ce pied, il est magnifique, une belle récolte. Et il a 80 ans. Et vous faites un test sanitaire, au bout de 3 ans, il n'y a pas de maladie. Et vous continuez sur un autre vignoble et vous allez voir encore 3 ou 4 pieds de clairette historiques qui ont les mêmes caractéristiques. Des profils de grappes différentes, même peut-être une forme de feuille un peu différente, mais ils sont toujours là, 80 ans plus tard, dans un état sanitaire irréprochable. Eh bien, vous faites ça et vous multipliez ce travail, et on le fait depuis 25 ans, et on arrive à sauvegarder, c'est ça la sauvegarde du patrimoine viticole, ces individus centenaires qui sont là et qui ont résisté aux conditions climatiques, etc., eh bien, on crée des conservatoires avec ce végétal chez nous Et et c'est on vrai, refait des plants avec ces conservatoires et on les livre à des vignerons comme Victor. et c'est vrai que si on réfléchit philosophiquement à la notion de clonage,
si on la transpose à l'être humain, ça fait froid dans le dos. Oui, oui, mais oui, oui, Mm. oui. Oui. Après, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un besoin. Après, moi, je suis assez factuel. On a aussi beaucoup de témoignages de vignerons, d'ailleurs, qui nous invitent à venir déguster les premiers jus. L'avantage, l'intérêt d'une massale aussi, c'est d'avoir une jolie récolte, bien évidemment, et des jus qui sont bons très vite, très tôt. J'ai plein d'exemples de vignerons qui nous appellent parce qu'ils voient la difficulté dans laquelle je me suis engagé, parce que c'est un combat quand même, hein. J'ai 50 ans, c'est un combat. Je n'ai pas démarré ça il y a 15 jours. Eh bien, les vignerons sont hyper agréables, hyper sympas et ils nous appellent pour nous dire, Lilian, on a vinifié les premiers jus, c'est super bon, etc. Mais j'ai rien inventé, on reproduit avec beaucoup de rigueur, ce geste historique d'aller sélectionner tous ces individus dans toute la France et on déborde maintenant. Et c'est un travail qui a du sens, une fois de plus, voilà, ça a du sens, comme me disait Victor, et c'est hyper agréable. Et Victor, ça a quel sens pour toi finalement de faire ce choix-là? Puisque finalement, voilà, tu fais le choix d'avoir un matériel végétal en sélection massale. Et je fais un peu aussi avec vous à la question de Guillaume là, qui nous demandait sur les francs de pied, donc on fera une petite parenthèse sur la qualité des vins issus de francs de pied. Mais en tout cas, pour toi, en termes de projection de goût de vin, parce que tu fais les choix au niveau de la vigne, mais ton objectif principal, c'est de faire du vin, et du vin qui ressemble au lieu d'où il vient. Parce qu'on on aime bien appeler les vins de lieu. Donc, en quoi ce choix-là est important pour toi et en quoi tu te projettes là-dedans? Bah, je vais répondre à ta question et juste avant aussi pour finir sur le matériel végétal, c'est vrai que moi dans ma conception de jeune vigneron, j'ai conscience que je plante, et que j'espère faire des bons vins justement avec ces sélections, mais certainement qu'il y aura des grands vins, mais dans plusieurs années, peut-être dans 20 ou 30 ans, et j'aime bien cette notion de génération. J'aime bien aussi de me dire que je mets tout en œuvre pour ne pas avoir à arracher ma vigne. Pour moi, c'est très important. Tout à l'heure, Lilian parlait de patience, de travail qui demande beaucoup de temps. Et ben, pour moi, ça fait aussi sens là-dessus sur le végétal. Et pour répondre à la question effectivement du vin, euh, pour moi, proposer des vins aussi vivants, des vins qui traduisent une émotion, j'aime à croire que ça passe par une biodiversité végétale et que chaque individu différent puisse m'apporter quelque chose après dans le verre. Et c'est aussi en soi, pour moi, un argument important qui fait que j'ai sélectionné les sélections massales. Et si je puis me permettre une petite intervention, Oui. c'est le moyen aussi d'obtenir des plants qui possèdent un fonctionnement en termes de prélèvement des solutions minérales du sous-sol, qui est un fonctionnement optimum grâce à la rhizosphère et surtout à la symbiose mycorhizienne. Et ces plants-là sont capables d'effectuer ces prélèvements des solutions minérales du sol de la manière la plus efficace possible. Et ben, Georges, juste puisque tu es rentré dans le sujet, je te remercie. Du coup, si on observe cette symbiose-là entre un milieu issu d'une sélection clonale et massale, il y a des différences qui sont fortes pour toi. Il y a des différences que l'on juge précisément au moment de la dégustation et surtout des brutes de cuve en monocépage. La différence est tout à fait flagrante. D'un côté, on a des jus effectivement uniformes qui sont peu créateurs d'émotions, et de l'autre, des jus dont la complexité, même en brut de cuve, au bout de quelques mois, de 3, 4 mois après la fin de la fermentation et de la malo, des jus qui sont d'une complexité, d'une richesse absolument étonnante. Et ceci va se poursuivre durant toute la vie du plant, de ce plant de vigne. Concrètement, on pourrait dire que finalement, la sélection massale favorise l'expression du lieu et du terroir. Ah oui, 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 ça c'est incontestable, puisque c'est le porte-greffe et sa rhizosphère qui pilotent le prélèvement des solutions minérales. Et le fait, d'ailleurs, il y a une jolie thèse qui a été réalisée sur le sujet par mademoiselle Biget, le fait d'introduire, enfin de poser un greffon de qualité retentit, ce qui est étonnant peut-être, retentit sur la composition de la symbiose mycorhizienne, c'est-à-dire sur les espèces de champignons de la symbiose mycorhizienne.
Donc on a une rétroaction qui est tout à fait remarquable. Du coup, là, on parle de plusieurs individus d'une même variété, mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs variétés aussi, comme la complantation? Bien sûr. Bien sûr, et merci Georges d'avoir fait un clin d'œil au terroir, enfin au sol, parce que je trouve que là, et je viens à répondre à la question. Mais hier, on a fait une réunion, on fait une discussion autour d'une table hyper intéressante et la conclusion, c'était les sols, le végétal et l'homme. Et, et, euh, et c'est ça qui, voilà, ça fonctionnera si on respecte les sols. Et je pense que merci d'apporter ce regard, Georges, et il faut en parler des sols, comme j'essaie de parler du végétal et de sa qualité, de sa diversité génétique, et après à Victor de faire le nécessaire pour que tout s'exprime et procure de l'émotion. Et comme je parle beaucoup, j'ai oublié ta question. Vas-y, je t'écoute du coup. Non, je parlais, du coup, là, on parle d'une seule variété, mais qui a plusieurs individus sur une Ah oui, parcelle. la Et complantation. penser à la complantation, qui, là, du coup, a plusieurs variétés différentes sur une même parcelle. Et je voulais savoir un petit peu. Alors, Vas-y. non, 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 on va pas faire le distinguo complantation clonale et complantation massale, parce que sinon, on s'en sort plus. Non, mais j'interviens, je réponds sur la complantation, c'est encore une approche différente. C'est vraiment de quand vous avez un pied qui meurt, eh bien, c'est vous le renouveler avec une autre variété. mhm. C'est ça la complantation. C'est pas d'arracher un pied de grenache pour mettre un pied de grenache. En Euh, France, par exemple, pour prendre cet exemple-là, la complantation, combien ça représente d'hectares? Je ne sais pas s'il y a des chiffres, peut-être. je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est. Moi, je voudrais juste apporter un témoignage des observations qu'on fait parce qu'on produit des plants, mais aussi on les accompagne chez les vignerons, on suit, voilà, et on apprend beaucoup. Oui, c'est Et, une euh, minorité quand même, hein. pardon? C'est une minorité, la complantation. Très marginal, même. Ouais. Oui, c'est marginal, moi, je me pose toujours la question, si j'étais chez moi, qu'est-ce que je ferais? Ben, si j'étais chez moi, je ferais que de la complantation. Alors moi, je serais même pire que ça, parce que je planterais, je mettrais, alors on n'a pas le droit de le faire, hein, mais bon, je serais chez moi. Et donc, je mélangerai les porte-greffes, je mélangerai les cépages et je mettrai par cépage le maximum d'individus. Et Hum. alors, je ne mettrai pas forcément des arbres dans les vignes, je les mettrai autour hein, pour amener de la diversité si j'ai pas de forêt autour de chez moi. Voilà. Et ça, c'est une recette, moi, qui me parle. Ça me parle. Après, voilà. Mais c'est Juste très pour savoir, personnel, mais ça marche bien. On a des vignerons, moi, je connais des grands vignerons qui font de la complantation et les vins sont exceptionnels. Ça fait de beaux assemblages, mais si on, enfin, juste au niveau historique, si on se projette avant le phylloxéra, la complantation elle était bien loin d'être marginale. ouais. Oui, oui. Ah oui, mais il y avait moins de contrôle aussi à l'époque, moins Oui, de non, services mais c'était quand pour le même, contrôler. enfin, je veux dire, c'était quand même l'esprit. Enfin voilà, on a tous visité. Moi, j'ai en tête Château Simone, Ah ben oui, là, qui est un oui, oui. exemple de Mais, complantation ancienne où on est mais sur un vin qui est à plus de 80% de clairette. Et puis après, il y a 20% où on trouve, d'ailleurs, on le retrouve encore dans le cahier des charges des appellations, on va retrouver du furmine, enfin, on retrouve des muscats, oui. une variété de. Et ce principe de complantation, finalement, si on remonte dans les 2000 ans d'histoire qui précèdent le phylloxéra, on le retrouve aussi dans les textes de Pline l'Ancien, etc., où il parle du Falernum, par exemple, ce grand vin de Campanie, où il dit, voilà, j'ouvre les guillemets, le Falernum à plus de 80 ou 90 cépages. Alors, on suppose que c'est de la complantation, mais voilà, c'est quelque chose de très ancien et qui finalement, dans lequel on découvre les vertus. Mais j'ai la chance de promener dans pas mal de vignobles et Château Simone fait partie de cela. Et c'est une invitation à découvrir aussi, quand on va chez des vignerons, leur terroir, leur vignoble. Peut-être que les consommateurs, et je pense qu'il y en a pas mal qui regardent qui nous regardent ce soir, devraient demander aux vignerons de visiter le vignoble et de parler du vignoble. C'est tellement important. Et voilà, surtout qu'en ce moment, on plante beaucoup d'arbres, donc il y aura de l'ombre promener autour des vignes. Mais en fait, c'est visiter le vignoble de Château-Simone. Alors, je ne sais pas si M. Rougier
est prêt à faire visiter son mini-immeuble comme ça. Peut-être qu'il m'en voudra d'être intervenu ce soir. Mais quand on aime le végétal et quand on aime le vin, c'est magnifique. Les pieds de Clairette, les plaies de Clairette du Château Simone, c'est une œuvre d'art. C'est des pieds qui sont centenaires sur des rupestres du Lot, une variété de porte-greffes qui sont énormes, mais c'est tout simplement magique et magnifique. Et en effet, après, on visite le reste du vignoble avec toute cette complantation. C'est magnifique. Et ça participe, je trouve, à la qualité des vins, mais pour un consommateur qui ne connaît pas trop le milieu du vin, de faire un tel exercice, waouh, je trouve que ça, on goûte encore certainement différemment après. Oui, Et et du puis coup, il s'agit d'une les arguments, pardon, quels seraient les arguments pour inciter le consommateur à aller vers des complantations et du coup l'expression du terroir plutôt que vers un cépage, un nom de cépage qui le rassure, qui connaît? Non, mais je fais pas. Il y a la place pour tout le monde. Une question. Les démarches en complantation sont très intéressantes. Après, il y a des endroits où on ne peut pas le faire et les vins sont exceptionnels. Il y a Oui, je tellement pense de que bons vins et de grands vins. Voilà. Il ne faut pas dire, moi, je veux boire que des vins de complantation. Non, non, il y a des vins issus de cépages, d'un seul cépage qui sont super bons. Et heureusement, heureusement. Georges, tu voulais dire quelque chose? ce qu'évoquait Lilian, c'est une vraie complantation, c'est-à-dire un vrai mélange, puisqu'il évoquait une complantation de multicépages et non pas la fausse complantation qui a été pratiquée avec deux rangées de ceci, deux rangées Oui, de voilà. cela, trois rangées. Il faut mélanger, mêler les pieds sur le même rang, puisque le réseau de la rhizosphère et le réseau mycorhizien, c'est un réseau Internet souterrain. Et la notion de terroir microbiologique vient d'émerger depuis 2 ou 3 ans et elle est soutenue, cette notion, par des travaux de microbiologistes et c'est une véritable, enfin, c'est pas une découverte, mais c'est une véritable magie que l'on observe entre la flore bactérienne, la flore mycélienne et ce terroir microbiologique, il est absolument, absolument essentiel. Et il est piloté par la rhizosphère du porte-greffe, hein. En tout cas, c'est Il n'y a, passionnant. il y a Oui, pas et je vous. Oui, pardon. Non, 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 j'ai vu juste parce que je vois des questions. Je ne sais plus le prénom, personne qui dit, mais il y a aussi des beaux cépages, des belles choses à voir en Isère et en Savoie, bien sûr. Et moi, invitez-moi et je viendrai parce que j'ai une envie folle de venir encore sélectionner plein de vieilles variétés. On parle beaucoup des cépages du sud, de Bordeaux, etc., dans des appellations. Attention, il ne faut pas que les Savoyards se vexent. Les vins sont connus en Savoie, mais où des fois la caméra, elle y va moins souvent, eh bien, il y a aussi un effet, et comme dans le Jura, je languis de partir l'été prochain avec mon chien et mon van dans le Jura sélectionné, parce que, et en Savoie, du coup, et peut-être même en Isère, parce qu'il y a certainement, la diversité génétique, elle est énorme. Et il ne faut pas parler que des cépages internationaux hyper connus. Il y a aussi nous, on prend notre pied à aller chez Château Simone ou dans des grands crus, mais on prend aussi notre pied à aller dans des endroits un peu plus reculés, un peu moins connus. Je me suis perdu une fois avec mon fils, c'était génial, hein, dans un endroit euh, où il y avait une vieille variété, je ne peux pas trop la citer, la variété, parce qu'on était borderline sur la réglementation, mais c'était top. C'était un paysage, c'était pas connu, mais c'était un paysage magnifique et les cèpes étaient magnifiques. Donc oui, oui, vous avez raison de signaler qu'en Savoie et en Isère, il y a aussi des beaux cépages. Une petite question, Lilian, tu parlais de prendre ton pied, j'espère que ce sont des pieds de vigne. Ouais, non, je prends mon pied comme je peux, avec le végétal. Justine, tu voulais dire quelque chose? Euh, oui, attends, je n'étais pas prête du coup. Mais effectivement, moi j'avais une question pour Victor. Enfin, du coup, c'est super intéressant quand Georges Truc se joint à nous. J'adore. Je voulais Si. réinsister là-dessus en me disant, bah, c'est vraiment superbe à chaque fois, hyper enrichissant. Et je me dis que finalement, enfin, c'est pour
reformuler un peu ce que vous dites, c'est vraiment, il n'y a pas de goût de lieu finalement sans ce travail de biodiversité, sans ces travail des mycorhizes qui vont pouvoir, et sans ces porte-greffes qui vont pouvoir accéder justement à tous ces éléments apportés par les mycorhizes. Donc si on a un porte-greffe qui n'est pas capable de les assimiler, bah, derrière on n'aura pas ce fameux goût de lieu et on s'embêterait bien, nous en dégustation géosensorielle aussi, ou en dégustation de vin, parfois quand on ne peut pas y avoir accès à ces différentes variantes et ces différents vins qui représentent leur lieu. Donc, du coup, j'avais une question pour Victor en enchaînant sur le sujet. Euh, Lilian dit souvent que eux, ils travaillent vraiment la partie pépinériste, la partie matière première, mais derrière, pour révéler justement ces vins, il y a tout un travail, il y a une philosophie, une manière de voir les choses. Peut-être que Victor, tu vas les travailler. Comment tu vas faire pour sublimer justement ces matières premières? Est-ce que tu as commencé à réfléchir, je crois, à tout ce qui est taille justement? Est-ce qu'il y a toute cette histoire de flux de sève qui est passionnante? Comment tu vois les choses aussi en termes de taille et de gestion de conduite de la vigne? Oui, effectivement, c'est aussi un des sujets passionnants sur les cèpes de vigne. Enfin, en l'occurrence, sur le végétal de manière générale, c'est sur la taille. Je crois qu'il y a quelqu'un justement dans le chat qui en parlait. J'ai essayé de me renseigner auprès de différentes écoles sur la taille. J'ai l'impression qu'il y a un peu des effets de mode, mais j'essaie de prendre ce que je peux lire dans la littérature ou par ma jeune expérience, que malheureusement, j'ai pas assez de recul, mais de ce que j'ai pu voir chez des vignerons chez qui j'ai travaillé ou des amis, effectivement, tu parlais de flux de sève. C'est quelque chose qui m'intéresse. Tout ce qui est coupe non mutilante, respecter vraiment le végétal. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui existent, beaucoup de courants euh, en France, en Italie, des gens qui travaillent là-dessus, qui sont, je pense, assez pointus, avec des schémas, des coupes qui nous montrent effectivement l'impact d'une peptide, par exemple. Et c'est pour moi indispensable parce que, en fait, parfois, j'ai l'impression que quand je regarde des magazines sur le vin, sur l'onologie, j'ai l'impression qu'il y a certains qui sont prêts à mettre des millions dans des cuveries, etc., ce qui est très beau parfois, mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'essence même de notre métier, c'est travailler la vigne. Et effectivement, le travail passe par aussi la taille, qui est un moment crucial pour un vigneron, un moment qui est super chouette, hein. Moi, encore tout à l'heure, là, je taillais, je suis tout seul dans mon rang, c'est des sensations que j'aime beaucoup. Mais effectivement, on se pose beaucoup de questions, essayer de faire le choix le plus judicieux pour toujours avoir cette vision long terme. Effectivement, si c'est taillé et pas respecter la vigueur d'un cep pour l'épuiser et qu'il meurt dans 20 ans, bon, c'est pas ma vision de travail. Par contre, voilà, j'essaye de m'approprier certaines choses que je peux voir à droite à gauche et c'est un vaste sujet très intéressant. Et justement, Lilian, vous travaillez, parce que je sais que vous menez des travaux de recherche pour essayer de trouver, voilà, pour faire perdurer justement l'âge des vignes, enfin, faire en sorte qu'elles vivent de manière plus longue, etc. Euh, Est-ce que vous travaillez avec des vignerons? Vous faites des études justement sur vos pépinières pour pouvoir favoriser ça? Non, non, on suit, on trace bien sûr tous les plans qu'on livre et on les regarde évoluer et on voit l'impact du travail de la viticulture sur la pérennité des vignes. Mhm. On a sorti un documentaire là sur YouTube, ça s'appelle Un point c'est tout, donc j'invite tous ceux qui nous regardent à aller le voir. Il y a des très beaux témoignages de vignerons. Et en fait, on a le témoignage de Jean-Louis Chave qui dit que voilà, il faut retourner dans ses vignes, il faut piocher, il faut faire des travaux qui sont des travaux pleins de bon sens. Il n'y a rien de difficile. Enfin, voilà, retrouver un peu ce bon sens agricole. La taille, bien sûr, c'est très important, mais je crois que si on veut vraiment, si Victor veut sortir des grands vins et avoir des vignes qu'il pourra transmettre, eh bien, il faut qu'il investisse sur un beau végétal, bien évidemment. Il faut qu'il soigne ses sols. Il faut qu'il soit conscient du potentiel de son terroir. C'est énorme le potentiel d'un terroir, mais il faut à lui de le faire s'exprimer. Voilà, il faut qu'il fasse son métier de vigneron avec passion. Alors, il faut aller voir tous les consultants qui donnent des cours de taille, peut-être. Il y a aussi
peut-être déjà à la base aller voir des copains vignerons hein, pour avoir des avis. Je sors un peu de mon périmètre. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'erreur et faut être précis sur tout. Et Victor fera des grands vins parce que il fait un effort pour acheter un végétal de qualité. Il va soigner ses sols, il va faire une belle viticulture et la recette, elle va fonctionner et les consommateurs auront de l'émotion en dégustant ces vins. C'est très simple l'agriculture, hein, on la complique des fois, mais c'est très simple. Justement, On peut faire des grands vins avec le gamay. Avec le Avec le gamay. Avec le gamay, ah oui, oui, bien sûr. Mais Bien oui, oui, sûr. oui, il faut bien sûr, bien jamais se sûr. moquer, Franck. C'est Je pas sais. Mais bon, après, il y a des personnes, quand elles sont cougars, elles aiment les gamets jeunes. Il est très fort en jeu de mots, hein. Bon, ok. Et donc, bah, tu m'as coupé, Franck, je sais plus ce que je voulais dire. Alors moi, Alors, du coup, il y a une question d'Eduardo qui dit, sachant qu'il est essentiel de respecter le végétal, quel est l'avis possible sur la présence des pesticides herbicides dans l'écosystème viticole? Euh, alors, j'imagine que vous avez beaucoup de personnes en sélection massale qui travaillent de manière, enfin, sans intrants, en tout cas sans produits issus Oui, d'industrie. oui, oui, il y a beaucoup de vignerons avec qui on travaille qui sont en démarche bio ou en biodynamie. Il y a très peu de vignerons en conventionnel. Il y en a certainement, mais c'est anecdotique. Je pense que tout nouveau vignoble en création, je crois qu'on doit plus se poser la question aujourd'hui. On met Mm. directement en bio ou en biodynamie. Euh, voilà, et je pense que demain, et j'espère, et c'est le combat que je mène, hein, pas le combat d'une pépinière qui s'appelle Évérian, c'est le combat pour un végétal de qualité, un végétal pérenne, c'est que demain, le vigneron ne devra plus réfléchir au même titre que il se dira, ben non, il se posera même pas la question, il se mettra directement en bio, ben il faudra qu'il investisse dans un végétal de qualité, un végétal de qualité normé, parce qu'aujourd'hui, ma préoccupation, c'est euh, c'est quoi un plan de qualité? Parce qu'un plan de vigne, vous savez, c'est- c'est un petit bout de bois avec des racines, etc. Donc, difficile de qualifier la qualité d'un végétal. Voilà, donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis entièrement d'accord et j'en profite aussi pour te remercier honnêtement parce que je pense que vigneron demande, c'est un métier de passion comme certainement celui de pépiniériste et merci de nous proposer cette option, cette philosophie de travail. Je pense que dans ce métier, on a besoin d'être accompagné sur plein de points. Et moi, je suis très heureux de me lancer en étant aussi un peu plus serein sur ce que je propose pour partir avec des sélections massales. Donc, vraiment, merci de ce travail, de tout ce travail j'imagine depuis des dizaines d'années qui a été effectué, mais c'est Et, pour moi, pareil, indispensable. Et pour l'anecdote, je vais parler d'un truc assez perso par rapport à Victor, mais en fait, un jour, Victor voulait s'installer en tant que vigneron et en fait, il voulait faire comprendre aussi pourquoi c'était important d'avoir un matériel végétal euh, de grande qualité. Et on s'était amusé à faire une déguste intuitive avec ta famille, ton père, qui comprenait pas forcément au début, tu vois, Mm. pourquoi investir autant dans le matériel végétal. Et on s'est Mm. amusé à faire une déguste intuitive d'un vin issu justement d'un vin fait de manière la plus enfin, tu vois, enfin, la manière avec une matière végétale ou de la sélection massale, en tout cas un vin de lieu qui exprimait vraiment son lieu avec une grande, enfin, au sein d'une grande biodiversité, et un vin qui avait une intention un peu plus de gros volume, tu vois, un vin de cépage, etc., qui est un peu plus hors sol, un vin qui est moins de lieu. Et on s'amusait à déguster les yeux fermés, tu vois, de manière sensible. Et effectivement, là, je me souviens que ton père a dit, OK, je sens. Et c'était un Mm. beau moment où je pense que bah, du coup, la dégustation a permis de comprendre en quoi c'était hyper important et ça te tenait vraiment à cœur. Et j'ai trouvé que ce moment dans la cuisine chez tes parents en Bretagne était magnifique. Et c'est là, en fait, c'est dans le verre que ça se passe et c'est très beau. Donc voilà, c'est vrai que c'est une belle dégustation. Dino Veritas. Tu avais une question, Alexandre? Ouais, j'ai une question. Alors, une fois qu'on a réussi voilà, à avoir cette démarche de sélectionner ces plants en sélection massale, qu'on s'intéresse
à la vigne, à comment au mieux la faire, lui donner enfin, lui faire faire, lui donner le meilleur d'elle-même, il y a quand même une part d'aléatoire. Notamment, on peut penser aujourd'hui au réchauffement climatique et comment est-ce que la sélection massale, les porte-greffes, etc., enfin, comment est-ce qu'un petit peu tout cet univers peut s'adapter aujourd'hui ou s'adaptera dans les années à venir? À quelles solutions on peut penser? Alors, c'est une question, on peut y passer toute une journée hein, pour répondre à cette question. Dans mon périmètre à moi, je considère qu'il faut livrer un plan de qualité armé pour résister au climat. Un plan armé, eh bien, c'est un plan riche en diversité. Et là, on considère la sélection massale. Il ne faut pas réduire la qualité de nos plans seulement à la sélection massale. Il faut aussi que les porte-greffes soient produits chez nous avec des techniques de production assez spécifiques pour les soigner, pour qu'ils soient de belle qualité. Vous savez, Oui, il y a Anne-Carnot qui demande justement si vous, depuis le côté pépiniériste, vous employez des pratiques biodynamiques. alors, ça rentre aussi dans notre modèle de production. Il y a un petit bémol, c'est que jusqu'à maintenant, la réglementation nous interdisait de revendiquer une démarche en bio parce qu'on a des insecticides contre une maladie qui est la flavescence dorée Mhm. qu'on doit utiliser. En 2004, en 2007, je crée avec des vignerons, on crée un label, un cahier des charges bio. On crée un cahier des charges bio avec des vignerons et en 2007, hein, donc il y a quand même 15 ans de ça, plus de 15 ans. Euh, et, euh, et on a intégré aussi les pratiques en biodynamie. Mais par contre, on ne peut pas revendiquer la production de plantes bio parce qu'il y a cet insecticide. Alors, au début, on en parlait un peu. Aujourd'hui, j'en parle pas. On le fait. On sait ce qu'on fait chez nous, mais j'en parle pas parce que à partir du moment où on ne peut pas être certifié, ça ne sert à rien d'occuper la scène, etc. Je voudrais juste revenir sur comment être armé face aux conditions climatiques. Oui. Euh, donc, un plan de vigne, un beau plan de vigne. Un beau plan de vigne, c'est un plan riche en diversité génétique et donc on parle de sélection massale. C'est un plan avec un beau porte-greffe. On ne peut pas imaginer une belle recette de cuisine si la matière première n'est pas de qualité. C'est exactement pareil pour un plan de vigne, ça veut dire qu'il faut produire sa matière première et c'est ce qu'on fait. On produit toute notre matière première alors que la filière fait des achats extérieurs, etc. On a mis la barre très haute on a mis la barre très haute pour créer un modèle. Et les autres pépiniéristes, peut-être, ou les générations d'après, intégreront ce modèle et feront la même chose. Ça, Euh, un beau plan de vigne, c'est également un plan avec un beau système racinaire. Donc, avec de la vigueur, avec une verticalité racinaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a quelques petits secrets de famille aussi, mais on parle de verticalité racinaire. On veut que nos plants aient une indication pour aller en profondeur et aller puiser la richesse des sols, mais aussi aller se mettre en mode confort le plus profond possible. donc, si je comprends bien, Donc, et là, des plans qui comment? vont s'adapter. Si je comprends bien, dès le côté, dès ce que vous faites, vous cherchez des plans qui vont réussir à s'adapter, peu importe ce qui se passe, ou presque. Oui, c'est un peu ça. En fait, il faut de la diversité génétique pour créer des résistances. Je viens de voir passer une question, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher des cépages dans le sud? Oui, bien sûr, mais pas les délocaliser. Moi, je suis contre la délocalisation. On a des super cépages, je prends l'exemple dans la vallée du Rhône, des grenaches, des cinsault. On a des vieux cépages hein, qu'on n'utilisait plus depuis très longtemps et qui aujourd'hui ont du sens, parce qu'avant, on faisait pas assez de sucre. Aujourd'hui, on veut justement des cépages qui font moins de sucre, qui ont plus de fraîcheur, etc., et qui créent certains équilibres. Voilà, donc c'est compliqué, pour moi, c'est assez simple aussi, mais il faut créer toutes les conditions pour avoir de la diversité génétique et que ce jeune cep de vigne puisse s'implanter vraiment en profondeur. Et après, on passe le relais au vigneron qui aura compris ça, qui aura préparé ses sols pour que la vigne puisse vraiment installer ses fondations, c'est-à-dire son système racinaire, et le vigneron, dans une démarche en bio ou en biodynamie, avec un environnement favorable, prendra le relais et taillera sa vigne avec, voilà, avec précision, travaillera ses sols avec précision, etc., pour que la vigne puisse donner des grands vins et surtout se mettre à l'abri de ces conditions qui arrivent
qui sont là, quoi, et qui sont assez terribles pour le vignoble, pour le vignoble. Mais il faut partir sur des bonnes fondations. Pour moi, le principal, c'est la fondation. Créer les fondations d'une jeune vigne, c'est investir sur son système racinaire. Et quelquefois, quand c'est très difficile, on part sur des racinés et on greffe sur champ. On arrive bientôt à la fin de ce talk show. Pardon. Et juste, avant peut-être de passer la parole à Victor et à Lilian pour un petit mot de fin, puis on a évoqué le sujet du réchauffement climatique. Je voulais voilà, vous partager un ouvrage absolument à acheter pour avoir un éclairage très précis là-dessus. C'est Quel vin pour demain? Euh, coécrit par des grands professionnels, par Hervé Quénol et Michel Bouffard, et surtout Jérémy Kuckerman, mon collègue et ami du comité de la négociation de la RBF, et qui est directeur de Cage Wine Business School, qui est un grand professionnel. Je vais juste vous partager mon écran, comme ça vous aurez le visuel du bouquin. C'est vraiment bien fait. Et donc, voilà, si vous voulez avoir un éclairage sur ce sujet-là, c'est très, très simple avec les éditions de Luno. Peut-être un petit mot de la fin, Victor, et ensuite Lilian, sur ce sujet passionnant qu'on a fait que effleurer, bien sûr. Puis on vous invite à aller rencontrer les vignerons, à aller rencontrer. Je ne sais pas si tu accueilles des gens éventuellement à la pépinière, Lilian, mais. Oui, 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 on accueille. Oui. Alors, Victor, un petit mot de fin? Merci à vous encore une fois et merci au travail réalisé Lilian. J'espère que nos auditeurs ont pu voir les quelques différences et pourquoi. Enfin, moi, il me paraissait important de peut-être privilégier les sélections massales dans une optique que moi j'estime de qualité, hein. En tout cas, je suis très content de me lancer dans cette aventure en partie avec vous et continuer à faire ce travail parce que ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu en amont. Et Victor, tu peux rappeler le nom de ton domaine en Côte-Roannaise, dont les vins sont assez vraiment lumineux. C'est gentil. C'est le domaine du Taffret en Côte-Roannaise. Le Taffret, c'est le nom en fait de la colline où je vais planter mes cépages là dans les mois à venir. Mais Donc, écoute, si vous on a pouvez hâte aller de. voir, j'ai mis le site du domaine du Taffret juste ici. Je vous invite à le noter. Et voilà, Victor a C'est toujours besoin gentil. de soutien. Et je crois que tu veux même parler un jour. Enfin, tu as lancé aussi d'une sorte de j'arrive pas à le dire, crowdfunding pour t'épauler dans la création de ton domaine. Donc, voilà, si les gens sont intéressés, ils peuvent aussi te contacter au domaine. C'est gentil, merci. Ils sont tellement demandés que tu es déjà en primeur, c'est ça. Un petit mot de la fin peut-être pour toi, Lilian. Mais écoutez, moi, je suis ravi de pouvoir parler du végétal. Voilà, je suis installé quand même depuis quelques années maintenant et il y a 20 ans ou 25 ans, on ne parlait pas autant du végétal. Et je suis honoré de pouvoir le faire ce soir. Je suis pour la diversité génétique. Je suis aussi pour la diversité des individus. Donc, on prend vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces vignerons. Alors, on parle beaucoup des grands vignerons de Bourgogne, de Bordeaux, etc. On prend énormément de plaisir à visiter des jeunes qui s'installent comme Victor. On a fait un clin d'œil tout à l'heure au Gamay, mais on fait une intervention avec des vignerons à la fin du mois, je crois, pour parler de notre métier dans le Beaujolais euh, et, euh, et, euh, et vivre la diversité. Et là, j'ai à côté de moi une bouteille du Creux de la Mure, un vigneron voilà, qui fait pas la une des journaux, mais Éric Michel, qui est un vrai vigneron, un vrai paysan qui soigne ses sols, qui soigne ses cépages. Et le Creux de la Mure, c'est un Gigondas 2020, un peu jeune. Mais voilà, je voulais faire un clin d'œil à ce vigneron, un parmi tant d'autres voilà, qui bosse divinement bien. Et Victor, tu dois prendre exemple sur sur des personnes comme ça et ça va le faire, c'est évident. Eh ben, un immense merci à tout le monde. Merci, Georges, de ton intervention. Merci, Euh, Georges. Merci, Georges. et puis, on se dit à très bientôt, au mois d'avril,
On pour se un... dit à bientôt pour le prochain thème. Alors, comme au sein de l'école, on adore, on est fan de dégustation absolument, et c'est vraiment ce qui nous anime, de déguster tous ces grands vins. Merci beaucoup à tous les vignerons. Donc, nous allons explorer toute la partie dégustation intuitive et comment développer l'intuition comme levier justement de dégustation pour approfondir sa connaissance et surtout accroître son plaisir en dégustation. Donc, on pourra se retrouver au mois d'avril sur ce vaste sujet. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci Lilian, merci, Merci. 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 merci Georges, et à bientôt. Et merci Alexiane. Merci. Ciao. Merci. Ciao.